Emmanuel Macron est allé en avril 2023 en Chine, il m'a demandé de venir avec lui. Monsieur Macron a parlé de ce film-là quand il a fait lors de son deuxième discours au musée de la Maison Rouge à Pékin. Il a évoqué le film et puis après, le soir, j'ai eu un grand dîner, j'ai eu le plaisir de rencontrer le président Xi. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Jacques Malater. C'est lui qui a réalisé L'homme de Pékin, les derniers secrets de l'humanité. Jacques Malater, bonjour. Bonjour. Merci de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions. Alors, vous avez tourné 100 films. Oui, j'ai tourné 100 films, j'ai tourné exactement à peu près une soixantaine de documentaires dans le monde entier. D'accord. Ça va du Mexique, en Thaïlande, au Vietnam, en Afrique, au pôle Nord, plusieurs fois, en Russie aussi. Et j'ai tourné une quarantaine de fictions. Là aussi un peu des fictions sentimentales, des polars et des fictions documentaires, donc préhistoriques. Et j'ai mis en scène aussi 4 pièces de théâtre. Donc maintenant on le sait, vous avez tourné une centaine de films, mais dans le monde entier. Dans le monde voilà, entier, ouais. Alors celui qui s'appelle Les derniers secrets de l'humanité a été tourné en Chine. Donc aujourd'hui, vous allez nous révéler les secrets qui entourent la réalisation de ce film en Chine. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de tourner ce film? Alors l'idée, elle est venue avec Yves Coppens, qui est un grand paléontologue, qui a découvert Lucie, qui malheureusement est décédée aujourd'hui. Parce qu'il y a 20 ans, avec lui, on a fait un film qui s'appelait L'Odyssée de l'espèce, qui racontait l'histoire de nos ancêtres à tous, parce qu'on est tous cousins, vous êtes ma cousine, on est tous cousins sur la planète. Nos ancêtres à tous, à travers l'histoire africaine et l'histoire européenne. Mais en 20 ans, il y a eu beaucoup de découvertes scientifiques, et notamment en Asie. Et donc on s'est dit, parce que ce film passe toujours dans les écoles, passe toujours dans les télévisions, c'est vraiment un succès mondial. L'Odyssée de l'espèce. Jacques Chirac m'avait appelé pour me féliciter à cette occasion-là. Et donc on s'est dit, mais il faut faire une suite, il faut remettre au goût du jour tout ce qu'on a appris depuis sur nos ancêtres, parce que c'est extraordinaire. Mais on s'est dit, on va le tourner où? On ne va pas le retourner en Afrique. Et on se dit, l'Asie, la Chine, c'est un pays merveilleux. Pourquoi c'est un pays merveilleux? Parce qu'il y a des paysages, pour le réalisateur que je suis, qui peuvent aller des forêts tropicales jusqu'aux plaines gelées de la Mongolie. Il y a, dans la préhistoire, des animaux qui n'ont existé qu'en Chine, comme le Gigantopithecus, qui est l'ancêtre du gorille et qui mesurait plus de 3 mètres de haut, comme le stégodon, qui est l'ancêtre de l'éléphant, qui mesurait plus de 4 mètres de haut. Et c'est un endroit extraordinaire parce qu'il y a 100 000 ans, il y avait encore 7 espèces différentes humaines en Chine. Donc c'est vraiment un creuset de notre nation, de notre civilisation. J'ai quand même mis 2 ans pour convaincre France 2, le service public, pour faire ce film, parce que c'était en Chine. Donc pour France 2, il fallait se méfier de la Chine. Alors justement, en fait, pourquoi France 2 ? C'était un projet que vous avez réalisé en commun avec France 2? Parce que le premier, il y a 20 ans, on avait travaillé avec France 3, puis France 2, donc on trouvait que c'était normal que ça soit une télé de service public qui finalement fasse un programme éducatif. Bien sûr. Et donc je suis allé en Chine rencontrer les gens de CCTV, et là avec les gens de CCTV, on était autour d'une table, et quand j'ai voulu me présenter, et les gens de CCTV m'ont dit, ne vous présentez pas, on connaît votre travail. C'est Jacques Malater qu'on ne présente plus, voilà, n'est-ce pas? et vous voulez faire la suite de l'Odyssée de l'espèce en Chine? C'est oui. C'est-à-dire là où il m'a fallu 2 ans pour convaincre la France, il m'a fallu 1h30 pour convaincre la Chine. Et là, ça a été le début après d'une merveilleuse aventure. Je me souviens très bien, c'était en 2019, fin 2019. Et puis après, malheureusement, le projet a été un peu retardé, puisque comme tout le monde le sait, le Covid est arrivé. Le Covid est passé par là, oui. Il vous a fallu 2 ans pour convaincre France 2. D'abord, pourquoi? Et ensuite, quels sont les arguments, on va dire, majeurs que vous avez mis en avant pour enfin convaincre France 2 d'accepter votre projet? Et pourquoi ça a été difficile? Pourquoi ça a été difficile? Parce que je crois que maintenant, de moins en moins, il faut le dire, de moins en moins, il y a de la place pour la culture à la télévision française. Il suffit de regarder les programmes, hein, c'est pas moi qui suis le seul juge. Et la deuxième chose, c'est parce que la Chine faisait peur, parce que les gens ont un fantasme, les journalistes ont un fantasme autour de la Chine.
Donc on m'a dit il faut faire attention, etc. Moi j'étais allé déjà en Chine en 94, hein, donc je connaissais la Chine de 94. Voilà, ça date pas d'hier. Et puis je suis allé dans celle de 2021, qui est une autre Chine, qui est une prairie pleine de fleurs maintenant. Et donc il a fallu insister, il a fallu y arriver, il a fallu convaincre, et puis à force, vous savez, moi on me jette par la fenêtre et je rentre par la porte, hein, ou on me jette par la porte et je rentre par la fenêtre. Vous êtes têtu, hein? Donc, oui, et puis bon, il pouvait à un moment donné ne pas dire non à la suite de l'Odyssée de l'espèce. C'est quand même le succès qui passe. Ça passe toujours dans les écoles, l'Odyssée de l'espèce. Donc j'espère que maintenant, les derniers secrets de l'humanité vont dire à l'Odyssée de l'espèce, prends ta retraite, va sur les étagères, c'est à moi de raconter la préhistoire aux enfants du monde entier. À travers ce film. En fait, c'est peut-être un petit peu votre notoriété grâce à l'Odyssée de l'espèce qui a dû peser dans la balance de décision de France 2, peut-être. Bien sûr, tout à fait, parce que à la fois, ils n'avaient pas oublié que Jacques Chirac m'avait téléphoné après le succès de l'Odyssée de l'espèce. Ils n'avaient pas oublié que Nicolas Sarkozy avait voulu voyager avec moi après mon long métrage à Haut le dernier Néandertal. Il avait voulu aller aux grottes de Lascaux avec moi. Voilà. Et puis pour ce film-là, on en parlera peut-être tout à l'heure. Même le président Macron m'a amené avec lui en Chine pour rencontrer le président Xi Jinping. Quelles sont les tranches de vie que vous avez, on va dire, montrées dans ce film? Alors, on raconte plus de 1 million d'années de l'histoire de nos ancêtres, mais des ancêtres chinois. 1 million d'années. Hein. Nos ancêtres, c'est nos grands-parents, à tous. Bien sûr. Et il faut savoir que quand on raconte la préhistoire chinoise, un peu partout dans le monde entier, il se passe la même chose. C'est-à-dire la découverte du feu. Les grandes découvertes, ça se passe un peu au même moment. Mais attention, au même moment en préhistoire, c'est 50 000 ans. C'est pas au même moment hier et aujourd'hui. Voilà. Donc nous, on démarre il y a un peu plus d'1 million d'années en Chine, quand Homo erectus, donc c'est un de nos ancêtres, nous on est des Homo sapiens, ça s'appelle l'homme dressé, va apprivoiser le feu. Il va inventer le feu. Quand on découvre quelque chose en préhistoire, on dit il va inventer le feu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet homme qui en avait peur, comme les animaux avaient peur, a décidé de ne plus avoir peur du feu et de s'en emparer et de le conserver. Il ne sait toujours pas le fabriquer, il sait le conserver. Et donc, d'un coup, le feu va changer sa vie parce qu'il va voir la nuit. Avant, la nuit, pour lui, c'était terrible. Il devenait la proie des animaux sauvages. Et là, il va pouvoir éloigner les animaux sauvages. Il va pouvoir se réchauffer quand il fait froid l'hiver. Et il va pouvoir faire cuire ses aliments. Exactement. Et cuire ses aliments, ça va changer totalement la physionomie de l'homme, son cerveau va se développer, il aura moins de maladies parce qu'il va tuer des bactéries. Je suis désolé pour les véganes qui nous écoutent et pour les végétariens, mais la viande cuite a été un fabuleux élément pour nous faire évoluer, notre espèce. Donc après, on continue cette histoire, on arrive... Donc le feu, il y a l'histoire du feu. Après, il y a la découverte de l'art, en moins de 900 000 ans. La découverte de l'art, parce que l'art n'existait pas. L'art, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait pour le plaisir. Bien sûr. Donc, on trouve ça beau. Voilà. Quand on arrive à se nourrir, on pense à l'art. Voilà. Et donc, à un moment donné, on a trouvé un coquillage gravé qui date de 900 000 ans. Et on attribue ça à la première œuvre d'art. C'est en Chine qui a été... En Chine et dans les îles, en Asie en tout cas, qu'a été découvert l'art pour la première fois. Et l'art, c'est le beau, c'est la reconnaissance du beau. Et c'est là où on va commencer à se différencier énormément de l'animal. On n'a plus peur du feu, on trouve les choses très belles, et puis on arrive à la troisième histoire, à Zhukudian, en moins de 500 000 ans, l'homme de Pékin, la star en préhistoire qui est connue dans le monde entier. L'homme de Pékin, on connaît dans nos programmes scolaires. Exactement. Il y a un très beau musée. Et lui va découvrir comment fabriquer le feu. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, de la découverte du feu à la fabrication du feu. Et là, ça change énormément la vie parce que d'un coup, quand il pleut, quand il y a des inondations et qu'on perd ce feu, il faut pouvoir le retrouver. Et on ne le croise pas tous les jours de sa vie. Alors que là, quand on fabrique le feu, on peut commencer à voyager. On peut commencer à aller beaucoup plus loin. On peut commencer à aller découvrir le monde, à aller ailleurs. Et l'homme de Pékin est toujours un Homo erectus. Puis vont venir les Homo sapiens. Les Homo sapiens qui, eux, vont commencer à imaginer, comme ils ont découvert l'art, leur imagination se développe et ils commencent à imaginer un monde après la mort. Donc ils commencent à imaginer des croyances animistes, chamanistes. Ils enterrent leurs morts. Jusque-là, les Homo erectus, une fois que le monde était comme un animal, il laissait ses cadavres sur le chemin. Là, non, on enterre les morts, on leur fait des cadeaux, pour les accompagner dans l'au-delà.
C'est le début de la civilisation. C'est presque le début, c'est les prémices. C'est les prémices de la civilisation. Et ils vont découvrir aussi la médecine, ils vont commencer à se soigner. Ben voilà. Ils vont commencer. Donc c'est vraiment, ça se passe à moins de 150 000 ans. C'est vraiment un grand bouleversement. Homo sapiens, c'est nous. C'est nous. Voilà, c'est nous. C'est l'homme qui sait, c'est l'homme qui observe, c'est l'homme qui a envie de voyager, c'est l'homme qui a envie d'aller plus loin. Mais il y a d'autres espèces humaines en même temps que lui. Il y a l'homme de Néandertal, l'homme de Flores, l'homme de Denisova. Donc il y a beaucoup d'espèces humaines différentes, dont une espèce humaine dont on parle dans le film, qui s'appelle l'homme de Flores, qui sont sur l'île de Flores. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui. Et alors là, c'est des Homo erectus qui sont arrivés sur cette île. Et comme c'est sur une île, il a fallu adapter leur taille à l'île. Donc c'est des petits hommes qui mesurent 1,10 m. 1,10 m, voilà. des nains, en quelque sorte. Voilà, ils n'ont pas la forme de nains, parce que c'est pas du tout génétique. C'est le corps qui s'est adapté pour survivre dans un petit espace. Incroyable. Mais les éléphants se sont adaptés, c'est-à-dire que vous avez des éléphants d'1,20 m. Tout le système, tout le système s'est adapté, mais c'est un monde qui va disparaître il y a moins 50 000 ans, parce que il va y avoir un grand tremblement de terre et une grande explosion volcanique, et cette espèce humaine va disparaître, comme vont disparaître les autres espèces humaines, et il ne restera plus qu'Homo sapiens. Et l'Homo sapiens d'Asie, de Chine, va se déplacer, va commencer à conquérir le monde, parce que c'est dans l'être humain, ça, c'est dans l'homme. L'homme, il veut toujours aller voir plus loin. Regardez, il veut toujours aller voir de l'autre côté de la montagne. Regardez, en ce moment, on va aller voir la Lune, et puis après, on va aller voir Mars. Donc, c'est dans nos gènes. C'est dans nos gènes. C'est dans nos gènes. Et cet Homo sapiens de Chine, il va monter, il va traverser toute la Sibérie, et il va arriver jusqu'au détroit du Bering, c'est-à-dire au pôle Nord. Là, on est à moins de 30 000 ans, et à cette époque-là, on vit une très grande glaciation. Parce qu'il faut savoir que les réchauffements climatiques et les glaciations, ça n'impressionne pas les paléontologues. C'est de tout temps, la Terre s'est réchauffée et s'est refroidie. Et là, il y a une grande glaciation, et donc, nos Homo sapiens d'Asie, nos Chinois, vont pouvoir traverser, et les premiers hommes qui ont découvert les Amériques, c'est des Asiatiques, c'est des Chinois. C'est des Chinois. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder les Indiens d'Amérique, regardez leur visage. Oui, c'est ça. Ils ont les yeux bridés. Ils ont les yeux bridés. Exactement, si vous les prenez pommettes Chinois, un vous peu l'habillez en saillantes. Indien. Oui, ceci explique cela. Ceci explique cela. Alors, c'est une découverte qui n'a pas beaucoup plu aux Américains au début, parce qu'ils se sont dit que c'est les premiers habitants de l'Amérique, ça serait la Chine. Et après, ils vont descendre et ils vont aller jusqu'en Amérique du Sud. Et donc, ils ont essayé de prouver pendant 10 ans, et puis maintenant, c'est reconnu scientifiquement et internationalement que les Homo sapiens d'Asie ont été les premiers habitants de l'Amérique. Voilà, c'est toute l'histoire que raconte ce film, avec des comédiens, avec des histoires d'amour, avec des histoires d'amour en plus. Oui, parce que je crois que c'est par l'émotion qu'on transmet le savoir. Et donc, voilà, toute l'émotion est transmise et on apprend beaucoup de choses. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a pour les enfants, ils trouvent leur compte. Les petits, Est-ce que les grands, enfants peuvent comprendre ? Bien sûr, les enfants sont passionnés par la préhistoire. Ils sont passionnés parce qu'à la fois, leur fait peur et ça les attire. Donc c'est vraiment un film pour les enfants, pour tout public. Ça dure combien de temps ? 90 minutes. 90 minutes. Donc, en 90 minutes, on va pouvoir, en fait, comprendre, découvrir tout ce que vous venez de raconter. Et faire un voyage de plus d'1 million d'années sur notre planète. Et on va découvrir aussi que nos ancêtres, on a beaucoup à apprendre de nos ancêtres. Parce que d'abord, ils étaient, des choses dont on se pose aujourd'hui les questions, ils étaient écologistes. Parce qu'ils ne prenaient la nature... Mais ils n'avaient pas le choix non plus. Oui, mais ils prenaient la nature que ce dont ils avaient besoin. C'est ça, l'autosuffisance. Voilà, et quand ils tuaient un animal, ils remerciaient l'animal de leur offrir sa vie. Ils étaient pacifiques. On n'a pas trouvé de traces de charniers entre tribus, entre espèces d'hommes différentes. On n'a pas trouvé. On n'a donc pas de traces d'affrontement, de guerre. Ok, je m'entends bien avec toi. Eh bien, on marche ensemble. Et des fois, on s'aime, puisqu'on a des génomes néandertals en nous les Homo sapiens, donc on se mélange. Et donc, il y a eu des histoires d'amour. Mais, ou alors, je vais ailleurs. Si tu veux la place, je vais ailleurs. Mais on ne se bat pas. On ne se bat pas parce que il y a une notion qui est très importante à savoir à la préhistoire. C'est que, ok, la notion de maternité, une mère, son ventre grossit, elle fait un enfant. Mais c'est très complexe à comprendre que c'est parce qu'elle a fait quelque chose avec un monsieur que cet enfant va naître. Et ça va venir qu'à moins 5000 ans, dans les civilisations, quand on va commencer à vivre dans des maisons et qu'on va observer les animaux
et qu'on va comprendre en voyant les animaux que si nous on fait la même chose, c'est nous les parents. Donc la notion de paternité n'existe pas. La femme, c'est un arbre qui donne des fruits de temps en temps, c'est des enfants. Et ces enfants-là, c'est l'avenir, ils ont bien compris que c'était l'avenir de leur espèce. Donc ça change totalement la philosophie, ça veut dire que tous les enfants sont leurs enfants, y compris celui de l'étranger. Message de paix aussi. C'est un message de paix extraordinaire. Il y a plus de notoriété. Et moi, j'ai rencontré ça il y a encore quelques ethnies dans le monde, chez les Inuits au pôle Nord. Je suis allé à Couchoursoir, qui est le village le plus difficile d'accès du pôle Nord. Là-bas, si vous avez 4 enfants, et puis qu'une famille d'à côté perd son enfant, eh ben, vous lui en donnez un. Et le petit saura que ses parents, Incroyable. 200 sont là, mais l'autre, on lui donne parce que c'est Comme les ça. enfants de tout le monde. Voilà. Alors, pour réaliser ce film, vous avez dû vous documenter beaucoup, à la fois en France auprès des chercheurs peut-être, et aussi en Chine auprès des chercheurs chinois. Bien non évidemment, il était hors de question que nous, les Français, on allait se présenter en disant on sait tout sur la Chine. Non, j'ai travaillé avec le professeur Gao Qing, qui est le plus grand professeur émérite à l'université de Pékin, qui a validé le scénario. Vous voyez, Ah oui, vous lui avez montré le scénario. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, Ça a été traduit en chinois, j'imagine, entre-temps, oui. C'est un partage, entre les artistes et la science, puisque nous, on va raconter et on va s'autoriser à rêver des choses que la science leur interdit de rêver, dans la mesure où le rêve, c'est pas que l'homme préhistorique sorte un téléphone, bien évidemment. Et puis on va travailler avec son équipe de chercheurs, et pour montrer à quel point on a poussé, où je suis rigoureux sur le détail, même si le spectateur ne le sait pas. Bon, vous voyez, mes acteurs, ils ont appris à tailler du silex, comme faisaient nos ancêtres. Mais quand je fais les gros plans de main d'un taillage de silex, c'est un des chercheurs du professeur Gao Qing qui est venu sur le tournage, qui a prêté ses mains et qui taille le silex, parce que lui, il sait vraiment tailler le silex comme taillaient nos ancêtres. Comme à l'époque. Hein. Comme à l'époque. Donc, il y a, vous voyez, vraiment une collaboration entre science et artistes. Et après, CCTV, bien évidemment. CCTV aussi, sioniste. Non, CCTV m'a donné une liberté pour faire ce film. Et un respect de mon travail incroyable. Que je n'ai jamais connu. Juste une ou deux anecdotes. Je n'ai jamais connu en sans film. Mais par exemple, à un moment donné, on se posait un problème de questions sur la nudité. Est-ce que la première, les Homo erectus étaient nus ou pas, etc. Je suis pas là pour déranger un pays. Donc je connais la problématique de la nudité sur la télévision chinoise, sur l'acteur qui peut jouer nu. Donc j'ai dit non, de toute façon, on ne sait pas aussi s'ils étaient habillés. CCTV m'a dit, Jacques, c'est vous qui choisissez, c'est vous le réalisateur. Et donc j'ai choisi de les habiller parce que je n'avais pas envie de déranger le monde, moi j'ai envie de raconter des belles histoires. Et en plus, personne ne peut prouver qu'ils n'étaient pas habillés. Donc vous voyez, il y a des zones d'ombre dans la science. Donc dans les zones d'ombre, on raconte ce qu'on veut. Finalement, vous étiez combien alors à diriger, enfin c'est vous le réalisateur, mais vous étiez combien à travailler CCTV, voilà, donc CCTV m'a laissé choisir mes décors, m'a laissé choisir mes comédiens. Ils ont vraiment, c'est juste à la fin, quand j'ai présenté le film, ils ont adoré le film, on dit maintenant, il faut que ça soit validé par nos scientifiques. Ça, c'est vrai. Parce que s'il n'est pas validé par nos scientifiques, on ne le passera pas. Exactement. Et le comité scientifique a adoré le film, parce que c'est la première fois qu'ils voyaient, pour les scientifiques, d'un coup, vous faites vivre devant ses yeux ce qu'il a essayé d'imaginer en regardant un crâne. Vous voyez ? Donc c'est chaque fois des émotions terribles pour eux. C'est la valeur ajoutée que vous avez apportée Exactement. À mon avis. C'est 4 heures de maquillage par acteur pour transformer un acteur. Alors combien on était ? En fait, c'est comme il y avait le Covid, et j'étais très content de ça. Je suis parti tout seul en Chine. Tout seul, hein ? Tout seul, le seul français. Sans France 2 Sans France... Oh, mais certainement pas. Sans France 2, sans mon producteur qui a été... Je ne vais pas le raconter. Voilà. Victor Robert, qui a été un grand producteur, parce qu'il a pris le risque, parce que quand il me voit partir tout seul en Chine, d'ailleurs il le dit, je le raconte dans mon livre, il dit, je pense que tu ne vas jamais revenir avec le film. Parce que je pars, j'ai rien dans les mains, il va falloir que je trouve une équipe technique. Là-dessus, j'ai été aidé par une Française, quand même, Natacha De Villers, qui vit depuis 18 ans à Shanghai, qui est productrice à Shanghai, qui parle chinois, et qui m'a permis d'avoir les contacts, les repérages et tout ça. Mais tout le matériel de tournage... Chinois, tout est chinois. C'est un film chinois. Vous êtes parti comme ça, les mains vides, avec votre valise, c'est tout. Avec mon cœur. Avec votre cœur, surtout. Et c'est là qu'il y a tout. Et donc, j'ai fait mon confinement, qui était très bien, parce que la Chine était en guerre, elle, contre le Covid, donc j'ai voulu participer à cet effort de guerre, ce qui m'a permis après de travailler sans masque, de faire des tests, mais de travailler sans masque avec mes comédiens, ce qui était important. Il a fallu que j'engage une équipe technique,
chef opérateur, chef costumier. Comment avez-vous fait tout ça sur place? Ben, on prenait des rendez-vous, je rencontrais les gens à l'hôtel, et puis vous savez, c'est les yeux. Après, j'avais des traducteurs, mais les yeux parlent. Les yeux parlent, mais je veux dire, c'est pas évident parce que c'était compliqué d'organiser tout ça. C'était des prises de risque. Je vous dis pas que je dormais bien toutes les nuits, que je me Bah disais, oui. oh, ça va être facile, je vais y arriver. Mais j'adore quand un film me fait peur, parce que quand un film me fait peur, c'est là où on est bon. Si vous n'avez pas peur, que vous êtes sûr de vous, ça ne marche pas. Si vous avez peur, mais que la peur ne prend pas le dessus, vous allez vous donner le maximum. Donc voilà, moi j'ai dû être un Chinois dans une autre vie parce que je travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Incroyable. Donc voilà, donc j'ai engagé cette équipe. On a traversé la Chine, d'Hainan, du nord au sud, jusqu'aux frontières Comment avez-vous mongoles. fait pour sélectionner les comédiens? Et Ils après, étaient combien? j'ai vu 1200 comédiens 1200, hein. pour en sélectionner 100. Seulement 100. Et alors le casting, racontez un peu. Alors le casting, ben, c'est très difficile parce que quand on dit un acteur, et c'est la même chose en Angleterre, j'ai fait des castings en Angleterre pour des hommes préhistoriques, en Afrique du Sud, quand vous dites un acteur fait un homme préhistorique, il vous fait un idiot, il vous fait un imbécile. C'est parce que c'est l'image qu'on a dans la tête que les hommes préhistoriques étaient bêtes. Ils étaient loin d'être bêtes. Ils étaient extrêmement intelligents. Si je prends quelqu'un d'aujourd'hui et que je le mets dans une fusée, il ne va pas avoir l'air bête. Il va essayer de comprendre ce qui se passe autour de lui. Et bien, l'homme préhistorique, comme ça, était très intelligent. On n'a pas vu un lion qui a l'air idiot dans la nature. Et nos ancêtres étaient perfectionnés dans la nature. Moi, je préférerais me perdre aujourd'hui dans la nature avec un Homo sapiens ou un Homo erectus qu'avec un guide équipé de tous les GPS. Parce que je sais que lui, il va me trouver à manger, il va pouvoir me guider et tout ça et tout ça. Donc les acteurs au début ils vous font des idiots. Ils vont Ah bon, comme ça? Oui, bien sûr, parce que c'est l'image qu'on a de l'homme préhistorique. Donc il faut regarder celui qui écoute le mieux vos directions, celui qui comprend le mieux vos directions, mais vous savez qu'après il va y avoir les répétitions. Et ça va être un très long chemin puisqu'on a répété plus de 3 mois ensemble, j'en ai sélectionné 100. Et pendant 3 mois, je les ai fait répéter 8 heures par jour, 6 jours par semaine, à repartir de la base. Ils n'en avaient pas marre, je veux dire. Au contraire, ça crée une famille. Et puis ils étaient heureux de répéter parce que malheureusement, les films en Chine comme en France, on répète de moins en moins, alors que c'est dans la répétition que l'acteur devient le personnage. Sinon, il fait semblant. Alors que la méthode, ce qu'on appelle acteur studio, qui est une méthode inventée par les Russes et que les Anglo-Saxons ont récupérée, c'est il faut devenir le personnage, il faut se mettre en danger. C'est en répétant. C'est en répétant. Il a fallu qu'ils deviennent préhistoriques. Donc je les ai fait répéter dans la boue, je les ai fait manger. J'ai dit, nous, on va tourner dans des vrais décors, on va tourner dans le froid, on va tourner sous la pluie. Alors, ils étaient très peu couverts alors. Très peu couverts. Et puis vous allez manger de tout. Et j'ai dit, par contre, je ne demande jamais à un acteur de faire quelque chose que je ne sais pas faire. Donc je vais vous demander de manger du foie cru, du cœur cru, je l'ai mangé devant eux, avant eux. Je vais vous demander de manger des asticots vivants, je les ai mangés devant eux avant. Des sauterelles vivantes, je les ai mangées devant eux. Je les ai demandé de manger du rat. Vous n'étiez pas malade? Jamais. Et du coup, ça se crée, vous voyez, ça crée des liens énormes parce qu'ils m'ont suivi. Ils ont dit, mais un réalisateur qui me fait ça, ok, j'y vais. C'est pareil. Voilà, moi, vous avez donné l'exemple. J'ai voulu être avec eux. En Chine, bon, les réalisateurs sont très respectés, donc on les met dans l'hôtel 6 étoiles et puis on va les mettre l'équipe dans un hôtel un peu plus modeste. Moi, j'ai tout de suite demandé à être avec mon équipe dans l'hôtel modeste. Je veux être avec eux tout le temps parce que c'est grâce à eux que je vais faire un film. Un réalisateur, il n'est rien tout seul. Il n'est rien tout seul. C'est le cerveau. Le cerveau, mais il a besoin des autres. Oui. Il a besoin de cette famille. C'est un travail d'équipe, on va dire. L'acteur, c'est la seule chose qui reste à l'image. Et pour un film préhistorique, il n'y a rien de plus difficile pour un acteur que de jouer un homme préhistorique parce qu'on peut faire rire. Justement, parce qu'on peut faire gueugue. Mais arriver à faire pleurer un public alors qu'on est déguisé à moitié en singe. Parce que l'émotion Ils étaient déguisés. Hein. Déguisés. 4 heures de maquillage. Hein. 4 heures de maquillage, en fait. Maquillage, des prosthétiques, on repeint les prosthétiques, on fait des fausses dents, on se salit, etc. Arriver à faire pleurer. Moi, j'ai vu pleurer des gens à la sortie du film, d'émotion. Ça demande beaucoup de travail. Et je dois dire que les acteurs chinois et chinoises, je les remercierai jamais assez du travail et de la force de travail qu'ils ont donné. Vous savez, je travaillais avec des acteurs d'Afrique du Sud. J'ai fait 5 films sur la préhistoire, des acteurs anglais. Ben, c'est eux qui sont les meilleurs. Alors, moi aussi, j'ai fait des progrès en 20 ans. Donc, j'ai dû être meilleur aussi, moi aussi. Mais en tout cas, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et c'est mon meilleur film.
Ils se sont pas plaints parce qu'il Jamais. y avait beaucoup de travail. J'avais déjà entendu un Chinois qui se plaint quand il travaille? Jamais. Surtout pour un film, il comprend qu'il faut aller au bout. Et puis, ils se sont sentis, comme toute l'équipe technique, porteurs de cette histoire universelle. C'est un film de paix. Ça raconte qu'on est tous cousins sur la planète. Et qu'à l'époque où il n'y avait pas de frontières, on ne se faisait pas de guerre. Au contraire, on s'entraidait, on se partageait. Que c'était qui racontait l'histoire de leurs grands-parents comme de mes grands-parents. C'est ça. Donc tout le monde se sent porteur. Et en plus, ils se sentaient d'autant plus porteurs que combien de films par an se font dans le monde sur la préhistoire? Aucun. Très peu. Hein. Très peu. Le dernier qui a été fait, je l'ai fait. Sinon, il y a les frères Emmerich et les États-Unis qui en ont fait un, mais qui en ont fait un jeu vidéo. Donc, vous faites quand même quelque chose d'exclusif. C'est pas un film policier, voilà. C'est pas un film de kung-fu. Ouais, Il n'y en a pas 10 à la exactement. semaine. Il y en a qu'un. Donc, on se sent responsable de tout ça, quoi. Puis c'est devenu aujourd'hui votre marque de fabrique. Alors, je ne veux pas faire que ça, parce que je n'ai pas Bien fait sûr, que ça. Vous ne voulez pas vous cantonner à ça. Dans 100 films, je n'ai pas fait que ça. Hein, Ah oui, heureusement. J'ai fait des documentaires un peu partout dans le monde. Uh-huh. J'ai fait des films policiers. J'ai fait des films sur Molière. J'ai fait des films sur Henri IV. Henri IV. Donc voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est une période qui, je trouve fascinante parce qu'on apprend beaucoup sur ce qu'on est aujourd'hui. Il y a un proverbe qui dit, quand tu sais plus où tu vas, c'est un peu le cas aujourd'hui dans notre planète, arrête-toi, retourne-toi et regarde où tu viens. Et je crois que quand on regarde d'où on vient, on reprend confiance dans ce qu'on est, on prend conscience qu'on n'a qu'une vie, qu'elle est courte, et qu'il faut plutôt la vivre dans le bonheur et la générosité que dans l'agressivité et la combativité. En fait, les derniers secrets de l'humanité, est-ce que c'est un documentaire ou c'est une fiction? C'est une fiction Ou c'est un historiquement et scientifiquement voilà. documentée. Voilà. Ah, c'est ça qu'il faut définir. Voilà, parce que c'est une fiction. Je ne vais pas vous dire, j'ai filmé les hommes préhistoriques, ils n'existent plus. Ah, c'est une fiction. C'est une fiction. J'ai hâte de le voir alors. C'est une fiction, c'est avec des comédiens, c'est avec des singes reconstitués, des tigres aux dents de sabre reconstitués. Donc les acteurs jouent, vous allez être émus, je l'espère en tout cas. Et il y a une voix off qui vous raconte à la fois l'histoire, parce qu'il parle un langage préhistorique, hein, il ne parle pas un langage... Justement, alors ce langage préhistorique, comment avez-vous fait pour l'imaginer alors ça fait depuis 20 ans, on y travaille dessus avec des scientifiques. Oui. On aurait pu se dire, on s'en fout. C'est quelle langue déjà? C'est le chinois? Enfin, le chinois. Non, alors ce qu'il y a de rigolo dans l'anecdote, c'est que pour chaque film, on aurait pu se dire... C'est intéressant tout ça. On va boire une bouteille d'eau de vie, de vodka, et puis on va inventer des mots. Non, on a regardé d'abord comment le singe, comment le cri du singe, quand le singe s'est mis debout, son larynx s'est développé, sa langue s'est développée, comment le cri de l'animal est devenu un son. Après, quand l'homme a fait, on en a parlé tout à l'heure, a mangé la viande cuite, du coup il a moins eu à mâcher, donc ça a libéré sa mâchoire. Et donc tous ces sons sont devenus des mots. Et puis il y a des mots qui sont les mêmes partout dans le monde. Papa, maman, ça se dit presque partout dans le monde. Donc on a regardé tous ces mots qui se ressemblaient. Et puis après on a on a essayé d'inventer des mots et des sonorités en fonction des endroits où on était. Et donc moi j'ai vraiment envie de continuer à travailler avec la Chine, de créer des ponts culturels, parce que c'est par la culture qu'on se connaît le mieux, c'est par la culture qu'on se comprend le mieux, et surtout montrer que la France et la Chine ont une grande histoire partagée, et qu'on a tendance à trop l'oublier aujourd'hui. Emmanuel Macron est allé en avril 2023 en Chine, il m'a demandé de venir avec lui, dans son avion, et très proche de lui, puisque j'ai mangé à l'aller dans l'avion avec lui, et j'ai mangé au retour. Quel honneur, et il a parlé du film comme un lien culturel, parce que... Donc il a vu ce film. Oui, on sortait du Covid, donc il y avait une espèce de vide d'échange entre nos deux pays. Voilà, à combler, Sauf il n'y a que moi qui étais allé pendant le Covid tourner un film, et qui avait créé cette unité, cette non, c'est pas du courage, c'est que de l'aventure. L'aventure, c'est le bonheur. Vous n'aviez pas peur d'attraper le Covid? Non, pas du tout. Pas du tout. Quel courage. Et donc, M. Macron a parlé de ce film-là lors de son deuxième discours au musée de la Maison Rouge à Pékin. Il a évoqué le film, et puis après, le soir, j'ai eu un grand dîner, j'ai eu le plaisir de rencontrer le président Xi, qui dégage qui a une telle aura, qui dégage une telle aura qu'on ne peut pas l'oublier. Et qu'on sait qu'il fait énormément de belles choses pour le pays. Moi, en 30 ans, j'ai vu une Chine différente. Ce n'est pas le même pays, la Chine d'il y a 30 ans et la Chine d'aujourd'hui. Tout à l'heure, vous citiez le nom de Antoine Arnaud. Alors, pourquoi?
Parce qu'à un moment donné, donc c'est un film qui a coûté 6 millions. 6 millions, ouais. 6 millions et demi. Donc il y a eu, bien sûr, il y a eu CCTV qui a participé énormément, qui sont les principaux producteurs, France 2, le Centre national du cinéma, d'autres coproductions de télé étrangères, puisqu'ils connaissaient l'Odyssée de l'espèce, donc ils ont voulu adhérer tout de suite à la suite. Et après, il manquait quand même des sous. Il manquait des sous, et on est allé voir Antoine Arnaud, qui n'a pas hésité une seule seconde, il connaissait mon travail. Tout de suite. Il adore la Chine. Antoine Arnaud. Bien sûr, il a dit j'adore la Chine et je dois aider ce film qui est l'histoire de la Chine. Wow. Donc il nous a aidés. Sans lui, le film ne se faisait pas. Mais je peux vous dire, c'est des gens qui vous aident, mais qui n'en parlent pas, qui s'en servent pas pour se faire valoir. Ils restent dans une discrétion totale. Et Antoine Arnaud, dans la petite anecdote, quand il est venu voir le film, puisqu'il avait le droit de donner son avis, bien sûr, de le présenter, puisqu'il a grandement contribué. Je me souviens toujours que son garde du corps m'avait dit oh, ne vous inquiétez pas, il va rester que 50 minutes, il n'a pas le temps. Il est resté le film en entier, les 90 minutes. Il est resté réduit au générique d'après. Wow. Et il a parlé avec nous. Après, il a dit je continue à aider ce film. Et il a continué à l'aider, puisqu'il a fait montrer au jardin d'acclimatation, il a montré dans les banlieues. J'ai entendu parler de ça. Ouais. À Shanghai, début novembre, il y a une très grosse, genre comme une foire, un grand marché commercial, où LVMH a le pavillon français, avec plus de 12 marques, et ils veulent organiser de nouveau, toute la famille Arnaud, là, une très grosse projection de Les Derniers Secrets de l'Humanité de l'Homme de Pékin. Waouh, quel succès, hein! Oui, enfin, mais parce que c'est l'histoire, c'est d'abord parce que c'est un film, c'est collectif. C'est collectif. Donc ce film, c'est un film chinois. Moi, je dis c'est un film chinois, il n'y a qu'un réalisateur qui est français. Et quelques scientifiques et la 3D. C'est ici qu'on a fait les images de synthèse des animaux préhistoriques. Oui. Donc c'est vraiment une collaboration entre nos deux pays. Mais c'est notre film parce que c'est l'histoire de notre famille à tous. Voilà. Et ce film-là, il va être vu dans tous les pays. Pour vous montrer un exemple, pour ceux qui connaissent un peu les séries anglaises et américaines, pour faire la voix off anglaise, en France, c'est Nicolas Duvauchel qui fait la voix, qui est un acteur très connu. Et pour faire la version anglaise, j'ai demandé à Kit Harington. Kit Harington, c'est le rôle principal de Game of Thrones, qui est cette grande série qui date depuis des années. Il a dit, mais moi, je ne fais pas de voix off sur des documentaires fiction. On lui a montré le film, il a dit, donnez-moi 3 jours, je vais faire la voix off. Donc vous voyez ce quel succès donc ce film-là. Parce que ça parle à tout le monde, parce que d'un coup on se rend compte de notre fragilité. Jacques Brel disait les gens ont des problèmes d'immortels. Ce film nous raconte qu'on est mortel et que c'est pas très grave qu'on soit mortel si on a une vie d'amour, de paix et de partage. Donc on va dire c'est une coproduction franco-chinoise. C'est une coproduction. J'allais dire oui, c'est pas. J'allais presque dire c'est une coproduction chino-française. Ah, plutôt franco-chinoise, non? Parce que l'idée vient de vous, quand même. Voilà, franco-chinoise. On va quand même vous laisser la paternité du film. Voilà, oui, que c'est une suite. Mais oui, c'est plus qu'une coproduction, c'est un partage. Partage. C'est un partage. C'est ça le mot qui ressort. Parce que j'ai beaucoup appris. On apprend toujours. Vous savez, moi, j'estime que Qu'est-ce que vous avez appris parce que je pense que je ne sais pas faire un film. J'en ai fait 100, mais je ne sais pas faire un film. Le jour où je sais faire un film, je vais m'ennuyer. Donc, je vous parlais de la peur de faire des films. Donc là l'idée, c'est pas d'arriver quand on travaille avec une équipe étrangère, de dire ouais, mais chez nous on fait comme ça. Non, c'est comment vous faites et comment je fais. Et de là, d'associer. Vous savez, 2 civilisations qui se rencontrent et qui se mélangent, ça crée une 3e civilisation qui est encore plus forte. Oui. Incroyable. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets de films ou de coproduction de films avec les Chinois, par exemple? Plein. Alors, en ce moment, mon premier projet qui est le plus abouti, je ne sais pas s'il va se faire, vous savez, les projets de films, les réalisateurs, on en fait plein. C'est des bouteilles qu'on jette à la mer. Exactement. Et souvent, je dis, si on était payé aux films qu'on ne fait pas, on ferait les films qu'on fait gratuitement. Mais en tout cas, là, j'ai un projet de film qui me tient à cœur, qui m'a été soufflé à l'oreille par la direction de TV Sichuan. C'est de faire un vrai film sur le panda. Le panda, il a été filmé dans sujet d'actualité. Tous les sens, voilà. Ouais. Il a été en dessin animé, mais il n'y a jamais eu de grand film cinéma sur le panda. Donc je suis allé dans le Sichuan, parce que j'étais jury au festival du Golden Panda Awards,
Et puis, ils ont organisé des repérages. Et là, avec le gouvernement de la ville de Ya'an, avec la responsable de la propagande du district de Baoching, ils m'ont dit, mais attendez, il y a un homme que vous devez connaître, c'est Armand David. Armand David, c'est un naturaliste français qui, au XIXe siècle, va découvrir le panda. C'est ça. Va dire, mais attendez, c'est pas un ours. C'est-à-dire, les Chinois connaissaient le panda, mais c'était un ours. C'était un ours qu'on chassait, on mettait sa peau noire et blanc dans la maison pour décorer. Ouais. Et lui, il va dire, mais c'est pas pareil, c'est pas. Et finalement, c'est grâce à lui, aujourd'hui, il est statufié dans le Sichuan. Oui, je l'ai appris. Il a un musée, il est fêté, et ils m'ont dit, il faut faire un film sur Armand David. Et le panda, parler du panda à travers le regard d'Armand David. Donc, j'ai travaillé pendant 6 mois pour trouver quelle a été la vie d'Armand David. Parce que pour écrire un film sur quelqu'un, il faut le connaître. Bien sûr. Comme un acteur doit devenir le personnage, moi je dois devenir celui dont je vais écrire la vie. Se mettre dans sa peau. Donc j'ai creusé sa vie. Bon, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à la Chine. Il est resté plus de 20 ans. Il a découvert, il a étudié plus de 2000 espèces animales, florales, d'oiseaux chinoises. Incroyable. Il a découvert 70 espèces inconnu au monde en Chine. Il avait la tête il parlait couramment bien évidemment le chinois. Il avait la tête d'un mandarin avec une longue barbiche, avec rasé ici, les longs cheveux derrière et les petites lunettes rondes. Ah oui, non mais il était comme ça. C'est un héros de cinéma. C'est un héros. Moi j'ai tout de suite passionnant. Je me suis dit mais le film il est là. C'est Indiana Jones. C'est Indiana Jones en Chine parce qu'il va lui arriver. Imaginez le Sichuan en 1960. Il y en arrive autant qu'Indiana Jones, son bateau qui se casse, il est attaqué, il tombe malade parce qu'il tombe souvent malade, etc. Donc moi j'ai pris finalement, il est allé en Mongolie aussi, toutes les histoires de sa vie que j'ai rassemblées dans les 10 mois de la fiction, que j'ai rassemblé j'écris que 17 pages, mais les 17 pages je peux faire un scénario maintenant. Et que j'ai rassemblé dans les 10 mois où il va passer au Sichuan et il va découvrir le panda. Actuellement, le panda qui est au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est le panda d'Armand David. Hein. C'est toujours le même. Hein. Et c'est lui qui va même dire, il est écolo avant l'heure, il dit mais il faut protéger, il faut arrêter la déforestation pour que ces animaux puissent continuer à vivre paisiblement. Ouais. Voilà. Après, j'ai pu visiter tous les centres dont la Chine gère le panda. C'est magnifique où on sent que le côté sauvage de l'animal est protégé. C'est ça. Mais en même temps, il est étudié et soigné. Donc, c'est un grand respect. Le panda, c'est devenu un symbole de paix à travers le monde. Donc voilà. Donc j'ai créé un film, voilà, où j'ai créé une héroïne chinoise à côté de cet homme pour que ça soit aussi un film franco-chinois, que le récit soit chinois et français, qu'on puisse le montrer dans les 2 films, parce que c'est l'histoire de la Chine quand même, le panda est unique à la Chine. Tout à fait. Je crois que c'est un film que la Chine a besoin, parce que c'est bien le panda en dessin animé, c'est bien le panda comme un jouet, mais le panda dans sa vraie vie, et comment il a été découvert, et comment il aurait pu disparaître. Parce que à Yann, on reconnaît, si Armand David n'était pas là, peut-être qu'il n'y en aurait plus. Donc, vous voyez, donc voilà, tout ça c'est une belle histoire, mais j'ai d'autres histoires aussi. Je suis en train de développer une histoire sur Arcade. Arcade, c'est le premier Chinois qui est arrivé vivre en France et qui était le traducteur officiel de Louis XIV. Wow. Et qui va se marier avec une Française et qui va commencer le premier dictionnaire franco-chinois où monsieur le président Macron a eu le plaisir d'offrir l'exemplaire original au président Xi cette année quand le président Xi est venu à Paris. Voilà, et puis je voudrais écrire un film, je suis en train de travailler justement avec une urgentiste qui est chinoise et qui travaille à Paris, pour essayer de trouver un sujet sur un médecin, parce que c'est Je crois que je la connais, Nana. Ah voilà, exactement. Je la connais très très bien. Elle est fantastique. Elle est mariée à un Français voilà, exactement, qui était docteur et qui maintenant chante. Il chante. Et là on réfléchit ensemble très gentille, hein. Sur écrire, ah oui, adorable, elle écrit une fiction. On veut écrire une fiction autour d'un médecin français qui arriverait, parce qu'au XXe siècle, début du XXe siècle, c'est la France qui amène la médecine occidentale et qui va découvrir la médecine traditionnelle. Donc là, je pense aussi qu'il y a moyen de raconter une grande et belle histoire. Voilà, donc j'ai encore plein d'idées, mais on ne va peut-être pas faire une émission de 2 heures. Hein. Donc vous êtes la bienvenue sur mon prochain tournage. Très bien, et j'attends avec impatience votre prochain tournage. Merci beaucoup. À bientôt alors. Merci, à bientôt.